Salut à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Comme un Sport. On a lancé un nouveau projet qui s'appelle Reborn qui vise justement à aller rencontrer des personnalités autour du monde sportif. Nous allons rencontrer aujourd'hui Yoann Rosso qui est arbitre international français. Il va nous parler de toutes ces anecdotes, des athlètes qu'il a rencontrés comme LeBron James. C'est maintenant, place à lui. Je m'appelle Yoann Rosso, je suis arbitre international de basket. Ça fait déjà maintenant une dizaine d'années que je parcours les terrains à l'international. Je suis arbitre en première division en France. Je suis professeur des écoles. J'ai 42 ans. J'ai 2 enfants. Et puis voilà, en couple. Et je suis aussi professeur des écoles à côté. Yo, moi je t'appelle Yo parce que c'est comme ça qu'on va se tutoyer. Il faut qu'on me rappelle aussi qu'on se connaît depuis très longtemps. On s'est perdu de vue. Donc on a joué ensemble. C'était en équipe du Val-de-Marne. Exactement, la sélection Benjamin. Et sélection Benjamin, ça nous rend vieux tout ça. Mais franchement, c'est très beau. Et moi, vraiment, je voulais te mettre à l'honneur. On s'est croisés au Quai 54 dans les coulisses. Je sais pas si tu te souviens. Ah, je me souviens très bien, c'était un beau clin d'œil. Et j'arrive et je te dis, ah yo, franchement, il faudrait qu'on fasse un podcast ensemble. Et j'ai adoré parce que tu m'as dit, pas de problème, Pat. Ça faisait peut-être 10 ans qu'on s'était pas vu. Et tu me dis, pas de problème. À ce moment-là, tu te dis, mais il est fiable, le Pat, ou pas? Non, moi, tu sais, j'ai pas d'a priori sur les gens. Après, je me souviens que, tu vois, quand on était gamin, il y avait un bon feeling. Et c'est pas forcément la fréquence ou comment dire, le fait de se revoir régulièrement qui fait que cette qualité, elle se perd au quoi aux caisses. Moi, quand j'apprécie les gens, même étant jeune, même s'il y a longtemps que je les ai pas vus, il y a cette amitié, ce lien, il reste. Et puis voilà, et après, moi, je le redonne bien volontiers. Et après, voilà, l'expérience, elle est là. Bon, je te dis clairement, de cette équipe Benjamin, j'en voyais un pouvoir être arbitre, c'était bien toi. Déjà, tu nous menais à l'époque. Ouais, après, moi, j'avais pas vos qualités physiques, etc. Mais voilà, donc c'était un beau parcours, c'était une belle voie qui s'est offerte à moi au fur et à mesure de mon évolution. Comme tout jeune, quand t'es gamin, tu rêves un peu de jeu, de devenir joueur, etc. Mais très vite, moi, j'ai compris que je pourrais jouer pour le fun, mais que j'en ferais pas un métier. Et c'est hyper important que tu dises que tu peux pas en faire un métier, mais que tu es resté dans le basket. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'intéresse, c'est d'expliquer ton parcours. Comment on arrive aujourd'hui arbitre, ok, on a la vocation de devenir arbitre, mais surtout, c'est un peu comme un sportif professionnel. Ça veut dire, moi, j'arrive département, région, national, et là, tu es quand même arbitre international, tu as quand même fait les JO. Comment on arrive à ça? Au départ, tu penses pas à tout ça. Quand tu te lances au début, tu essayes juste de maîtriser 2-3 règles, de pouvoir tenir un match, de pouvoir prendre les décisions correctement et que les gens ne te cassent pas trop les pieds. Et puis, c'est au fur et à mesure de l'évolution que tu te rends compte des capacités, des possibilités aussi d'évolution. Moi, j'ai pris étape par étape. Quand j'étais en département, j'ai vu comment pour accéder. Enfin, j'ai regardé comment faire pour accéder à la région. Une fois que j'étais en région, j'étais vers le championnat de France. Et au niveau championnat de France, après, il y a des sélections un petit peu plus rapides. Il y a des chemins de détection pour arriver en 3 ans sur la Nationale 1. Et j'ai fait ces détections-là. C'est des stages nationaux. Chaque année, il y a un stage. À l'époque, c'était un peu comme la Starac. Si tu es sélectionné, tu continues. Si jamais tu es éliminé, voilà, tu es en dehors du système, mais tu continues ta carrière tranquillement. La première fois, j'ai été au bout du système. J'ai pas été sélectionné pour arriver en National 1. Et j'ai eu la chance d'être réintégré à ces filières de détection qui m'a permis après d'arriver en National 1. Et après la National 1, en fait, c'est un peu comme les clubs. Les arbitres sont classés et les premiers, ils montent. Et les moins bons, ils descendent. Et après, en fait, donc tu es de la Nationale 1. Ça m'a pris 3 ans pour arriver en Pro B, 3 ans pour arriver en Betclic Elite. À l'époque, c'était pas de la Betclic Elite, mais voilà, 3 ans. Et une fois que tu arrives en Betclic Elite, il te faut au minimum 2 ans d'expérience avant de devenir arbitre international. Sachant que pour devenir arbitre international, la première fois que tu valides ta licence d'arbitre international, il faut que tu sois entre 25 et 35 ans maximum. D'âge? Ouais. Ok, d'accord. Donc en dessous, ça passe pas. Si tu es trop jeune, tu peux pas devenir arbitre international. Il faut que tu attendes d'avoir 25 ans. Et si tu es trop vieux, tu peux pas devenir arbitre international non plus. Et d'ailleurs, toi, tu es un arbitre international depuis combien de temps exactement? J'ai été validé, j'ai fait ma première licence arbitre international en 2015. Donc ça fait une petite dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. Donc moi, j'ai souvenir de toi. C'est vrai que je me souviens de toi en National 1.
C'est vrai que tu es monté très très vite. Moi, je t'ai vu très rapidement à la télé arbitrer des gros matchs de première division en France. Et comment on atterrit c'était justement championnat du monde, c'est bien ça? Tu as fait championnat du monde et tu as enchaîné avec les JO. Moi, je veux que tu m'expliques la passerelle entre justement le top national au top international. En fait, tous les matchs en France sont filmés. Donc il y a aussi les instances internationales qui ont des responsables qui gèrent le côté arbitrage. Et derrière, eux, ils scoutent. Donc ils vont observer un petit peu. Bien sûr, il y a la fédération qui fait son scouting, qui va envoyer les potentiels, etc. Il y a un gros travail, il y a une grosse structure derrière, au niveau fédéral, avec des groupes potentiels, etc., qui travaillent régulièrement, qui ont des feedbacks, des travails vidéo à faire. La fédération va les proposer, mais il y a aussi de leur côté la FIBA qui scoute ce qui se passe au niveau. Donc en fait, avant de devenir arbitre international, il faut savoir que la fédération envoie de temps en temps quelques arbitres sur des stages, pas pour des arbitres internationaux, mais des potentiels futurs internationaux. Ça nous permet de nous montrer, de voir un petit peu quels sont les futurs prospects. Et puis derrière, une fois que tu deviens arbitre international, il y a un pôle FIBA Monde qui est encore au-dessus de FIBA Europe, qui scoute tous les arbitres internationaux du monde entier. Donc ils vont regarder tes matchs, ils peuvent regarder des matchs bien sûr de Champions League ou de FIBA Europe Cup ou de Euroleague Filles ou FIBA Europe Cup Filles, mais ils peuvent aussi regarder les matchs de ton championnat. Donc une fois que tu as intérêt à être performant en fait à tout moment, parce que à tout moment, tu as des images qui peuvent partir à droite à gauche. Les réseaux sociaux, si tu es performant, on va dire que c'est normal. Si par contre tu fais une grosse erreur, en moins de 10 secondes, allez, 1 minute, tout le monde entier est au courant avec les réseaux sociaux maintenant. C'est intéressant. Tu vois, tu me parles de performance. Moi, tu vois, en tant que joueur, la performance, ça se calcule avec des statistiques. Donc, le tir à 3 points, le pourcentage. Voilà, on a l'évaluation globale. En tant qu'arbitre, comment on évalue un arbitre talentueux ou compétent? Sur quels critères, en fait? C'est ça qui m'intéresse. Sur le nombre de coups de sifflet à la fin du match? Alors, il faut savoir que sur la FIBA Monde, ils ont des statistiques. Par contre, ils statent les coups de sifflet. Ok. Les bons no-calls, qu'on appelle, là où on laisse jouer, les actions où on décide de laisser jouer, ça, c'est pas répertorié. Et l'idée, c'est d'arriver à, en tout cas, quand il y a une décision, d'être à peu près 90% de réussite. Donc, d'avoir 9 décisions de bonnes et peut-être une erreur, on va dire, qui intervient sur une dizaine de décisions. C'est à peu près l'objectif et souvent, c'est à peu près ce qui se passe en termes d'arbitres internationaux. Et là, je te parle juste des coups de sifflet. Je ne te parle pas de ce qui est oublié ou des choses comme ça. C'est assez difficile d'avoir des statistiques vraiment précises parce qu'il faudrait prendre en compte toutes les non-décisions, enfin les décisions de... C'est pas des non-décisions, mais c'est des décisions de laisser jouer. Et ça, c'est pas évident à répertorier et à mettre en chiffres. Mais voilà, il y a des stats. Et il faut savoir surtout que en fait, chaque arbitre, en tout cas en première division, chaque match t'est évalué. Chaque match, tu as un observateur et chaque match, tu as une notation. Et en fait, au niveau international, c'est pareil. Et en fait, il faut savoir qu'en première division en France, les plus forts, ils vont rester, mais les moins bons, ils vont descendre. Ils vont aller en deuxième division. Les plus forts de deuxième division, ils vont monter en première division. Et les moins forts de deuxième division, ils vont descendre en troisième. Et c'est un système comme ça qui s'échange, comme les équipes de montée-descente. Et en fait, nous, on est impacté par cette performance. On est entre guillemets... on a l'envie de performer parce qu'on a toujours cette envie d'être dans le top niveau, d'être au service des joueurs aussi, tu vois, et de prendre les bonnes décisions. Il faut savoir que se tromper, ça a des répercussions pour nous, quoi. Et tu vois, tu dis se tromper, ça a des répercussions, mais envers certaines équipes, il y a des retombées beaucoup plus grandes. Je pense, tu vois, cet été, ça a fait un buzz avec LeBron James, où à ce moment-là, tu siffles, et on voit LeBron James se tirer les cheveux, crier de partout, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce sifflet-là, ce coup de sifflet-là. Comment toi, tu réagis à ce moment-là? Quelle est dans ta tête la manière que tu dis, ah, c'est LeBron James, il va falloir que je revienne sur ma décision? Comment tu réagis à ce moment-là, intérieurement? Non, les joueurs, il y a un travail... moi, j'ai mis en place un gros travail de coaching mental quand je suis arrivé en première division, et je m'en sers toujours. Parce qu'à l'époque, j'arrivais sur la première division et tu devais arbitrer des joueurs ou des entraîneurs que moi, je voyais à la télé quand j'étais gamin. Donc, il fallait aussi travailler sur ce côté mental
et ne pas idolâtrer les gens, ne pas les regarder comme des stars ou quoi au caisse, mais les voir comme dans leur fonction. C'est un entraîneur lambda, c'est l'entraîneur A, c'est l'entraîneur B, et les joueurs, c'est pareil. Bien sûr qu'on sait que la performance, elle est différente, mais ce sont des êtres humains. Et moi, j'ai pas de problème à tu vois, gérer LeBron James ou gérer un joueur qui est méconnu, entre guillemets, du grand public, parce que pour moi, ce sont deux humains, avant tout. Et aussi, quand je rentre sur le terrain, on nous demande d'être directeur de jeu. Ça ne veut pas dire d'être policier ou quoi au caisse, mais c'est nous qui devons contrôler la rencontre, contrôler les comportements, les faire accepter, etc. Donc, j'ai pas de problème là-dessus. Et j'ai une communication assez naturelle, je dirais, avec les joueurs. J'écoute souvent en premier, parce que je pense que pour communiquer, il est vraiment important d'être à l'écoute pour apporter la réponse la plus adaptée derrière. Et en l'occurrence, à ce moment-là, tu as été à l'écoute parce que tu es revenu sur ta décision. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi LeBron James était aussi furieux à ce moment-là sur ce coup de sifflet? Là, tu parles du moment où il voulait rentrer sur le terrain. Oui, désolé, oui, au moment où il rentre sur le terrain. En fait, si tu veux, il y a un temps mort qui est demandé. Et au moment où les joueurs reviennent sur le terrain, la table de marque, les officiels de table de marque m'informent que LeBron James était sur le terrain avant et qu'il est sorti juste avant le temps mort. Et en fait, la règle, elle dit que si un joueur sort, il faut qu'il y ait une phase de chronomètre de jeu, enfin, il faut que le chrono tourne avant qu'il puisse revenir sur le terrain. Donc, il ne pouvait pas revenir tout de suite, selon les informations que j'avais. Donc, je lui explique qu'il ne peut pas revenir tout de suite, etc. Lui, il m'explique qu'il y a un autre joueur qui vient de rentrer, ceci, cela. Moi, je lui explique la règle. Voilà. Et derrière, on me rappelle. Et en fait, on me dit non, mais en fait, c'était une erreur de notre part, il n'était pas sur le terrain. Donc, c'est pour ça, en fait, que je le laisse re-rentrer. Parce que du coup, en fait, il a le droit. Tu vois, il est dans la règle. Par contre, s'il avait pas. Enfin, si la table de marque avait été restée sur ses positions, bah, il n'aurait pas pu rentrer sur le terrain. Donc, à ce moment-là, toi, tu es en lien avec la table de marque. Et c'est la table de marque qui te donne l'information. Ouais, exactement. Okay. Puisque c'est eux qui gèrent, qui ont les informations écrites de qui était sur le terrain, qui sort, etc. Pour nous, c'est un petit peu difficile de se rappeler quels étaient les 5 joueurs qui étaient sur le terrain. De temps en temps, tu as des flashs, tu vois, qui te reviennent, tu es capable de dire un tel sont sur le terrain, mais tu peux pas. Y a tellement de choses en tête que tu peux pas te souvenir quel joueur vient de sortir à tout moment du match. Et on va pas se mentir, hein, on a joué au basket ensemble. Moi, j'aurais grave kiffé faire les JO, voilà, que ce soit n'importe quel JO. Et toi, en tant qu'arbitre, tu participes, tu arbitres les plus grands en plus de notre sport. Toi, quand tu apprends que tu es arbitre officiel pour les JO à Paris, dans ta ville natale, on va pas se mentir, comment tu ressens le truc? Enfin, moi, je deviendrais fou, quoi. Bah, tu deviens fou, oui et non, parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment, c'est possible de ne pas y participer. Il faut savoir que, je pense, 3 mois avant, ils nous ont donné une liste élargie. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'on était 41 sur la liste, 40 plus une arbitre qui s'est rajoutée après, qui était en congé maternité au moment où la liste a été diffusée. Et derrière, elle a été réintégrée. Elle a validé ses tests physiques, etc. en retour de grossesse. Et donc, on était 41 et ils en prenaient que 30. Donc, ça veut dire que tu en as 11 qui n'ont pas fait partie de l'aventure. Et donc, tu te dis, bah, tu peux faire partie de l'aventure comme tu peux ne pas y faire partie. Alors, dans mon cas, il y a de nombreuses finales, de nombreux matchs, etc. Donc, tu es un peu plus rassuré. Mais pour autant, il y a toujours aussi les blessures. Tu peux te préparer et puis avoir une blessure et au dernier moment ne pas pouvoir participer au jeu. Ou ne pas performer au tournoi pré-olympique. Parce que, en fait, la sélection finale des arbitres pour nous, elle s'est passée après le tournoi de qualificatif pré-olympique qui était 2 semaines avant les Jeux. Donc ça a été archi tardif parce que on a su, je crois que c'était le 8 juillet et peut-être 10 jours après on partait en stage. On était convoqués nous le 20 juillet alors que les Jeux aient commencé je crois le 25 ou le 26. Et ça ressemble à quoi un stage d'arbitre en vrai de vrai? Ça ressemble à quoi? Beaucoup de réunions, avec des thèmes. Non, c'est des thèmes. Si tu veux, en fait, tu rappelles des thèmes. On a des sessions de travail qui durent généralement 1 heure et ça s'enchaîne. Tu vois, tu as 3-4 heures de travail le matin. Tu as un petit delta pause déjeuner repos. Et puis l'après-midi, pour les Jeux, c'était plus la partie physique. Donc, on avait de l'activation, de la course, des choses comme ça. Après, il y avait une petite partie de terrain où
En fait, on scoute aussi les équipes. Donc, en fait, là-bas, sur le terrain, on avait 2-3 situations vidéo qu'on devait sélectionner, qu'on devait expliquer sur le terrain et comment on les gérerait du point de vue arbitral derrière, tu vois. Notamment en termes de position et quel arbitre doit regarder quel défenseur. Et puis après, le soir, c'était libre. Le soir, c'était plutôt tranquille. Mais il arrive que dans certaines compétitions, on finisse, ça soit des journées genre 9h, 9h, 22h. En prépa. Hein, Ah ouais, en prépa. quand même, ouais. En prépa, pour préparer. Parce que en fait, tu as un laps de temps qui est assez court. Tu as 3-4 jours. Et il y a pas mal de thèmes à aborder. Il y a la communication aussi qui a été vue et revue. Il y a le visionnage, l'arbitrage vidéo. Il y a les fautes antisportives, les choses comme ça, tu vois, qui sont des grosses pénalités dans le basket. Donc, c'est important d'avoir les bons critères. Et faut rappeler, hein, tu es enseignant à côté. Exactement. T'as double emploi. Et ça, c'est ça que je trouve énorme. C'est que finalement, tu me parles que tu es au JO, tu es au championnat du monde, tu es amené à beaucoup te déplacer, mais derrière, tu as une famille. Derrière, justement, tu as des responsabilités envers un autre groupement, donc des élèves, des jeunes. Comment tu gères tout ça au quotidien? Et surtout, est-ce que c'est vraiment souhaité d'avoir ce double emploi quand on est arbitre international? Alors, c'est souhaité, oui et non. Oui, pour une raison, c'est que l'arbitrage il est encore, je dirais, encore un peu précaire. C'est en train de se professionnaliser. On nous donne des meilleures conditions au fur et à mesure de l'évolution de l'activité, mais c'est pas encore assez stable et assez sécure pour pouvoir faire que ça. Il y a certains collègues qui font que ça, mais je respecte leur choix, mais derrière, il faut gérer toute la partie retraite, assurance maladie, etc. Et moi, je retrouve ça dans l'éducation nationale, où j'ai une stabilité d'emploi, j'ai une sécurité et j'ai une couverture. Et surtout, j'ai un plan après-carrière. Tu vois, une fois que j'arrêterai d'arbitrer, parce qu'il faut savoir qu'une carrière d'arbitre, autour de 50-55 ans, généralement, ça s'arrête. Ça me paraît logique. Ouais. Donc, il reste encore derrière quelques années à vivre avant d'avoir la retraite. Et puis voilà, donc il faut les prévoir, je dirais, les organiser. Et puis voilà. Et après, je pense qu'aussi, le fait d'avoir un deuxième métier, c'est important pour garder une certaine distance. Quand il y a un match qui se passe mal, quand, quand ça va un peu moins bien, tu es dans un monde où, entre guillemets, personne ne connaît le basket. Et les gens n'ont rien à faire que je me sois trompé sur un match ou quoi au caisse, ou j'ai pas été performant, etc. Parce qu'il faut savoir que si on n'est pas performant, on peut rester à la maison. Il y a quelques jours, il y a des arbitres qui se sont trompés sur la dernière décision. Le match, il jouait à 1 point. Bah là, il reste 2 semaines à la maison. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines, t'es pas payé. Et tu vois, t'es en train de dire que t'as pas droit à l'erreur, mais tu dois juger en fait des actions. Il y a combien d'actions environ dans un match de basket? C'est un truc que je voudrais te demander. Combien d'actions à peu près, si tu sais? Et surtout, combien de nombre de fois tu dois siffler dans un match? En moyenne, 100 fois, 200 fois? Non, tu siffles beaucoup moins. Je dirais, dans un match, t'as une... Alors, nous, on arbitre à 3. Donc, tu vois, c'est divisé par 3. Je dirais, tu siffles pour des fautes, entre 10 et 15 fois. D'accord. Après, il y a toutes les violations qui entrent en jeu et où c'est un petit peu plus aléatoire. Et il y a surtout toutes les décisions de laisser jouer qui sont de plus en plus importantes. Je voulais revenir là-dessus. Et tu vois, en fait, plus tu montes, plus les joueurs, ils ont une capacité physique qui leur permettent de s'exprimer malgré des petits contacts. Et du coup, en fait, tu laisses beaucoup plus jouer de choses. Il y a des fois, la transition... par exemple, je me souviens que quand je suis revenu de certains championnats du monde, que je devais enchaîner la semaine d'après, je suis revenu, je crois, en 2017. Derrière, j'arbitrais à Antibes 5 jours après. Bah, la différence, tu vois, de physique, elle est tellement présente, elle est tellement grande que ça a été difficile d'arbitrer le match à Antibes. Et tu vois, dernièrement, il y a eu un podcast où Nicolas Batum disait qu'en NBA, en fait, c'est pas qu'on défendait moins, voilà, c'est que les joueurs étaient vraiment au-dessus du lot et que ça veut dire que finalement, tu avais beau défendre dur sur un Kevin Durant, il marquera toujours son tir. Et justement, par rapport à ça, ça veut dire que toi, demain, si tu dois arbitrer des joueurs de top niveau, ça veut dire qu'automatiquement, ton adaptation est que tu siffleras beaucoup moins ou tu laisseras beaucoup plus l'impact. Comment toi, tu vas jauger sur un match de très, très haut niveau? Sur quoi tu vas te pencher le plus? En fait, l'idée dans l'arbitrage, c'est de regarder la défense et de juger la légalité ou l'illégalité du mouvement défensif. Wow, ok. Et une fois que tu regardes ça,
tu regardes quel impact ça a sur l'attaquant. Ok. S'il y a un impact, tu siffles. S'il n'y a pas d'impact et que le joueur il peut continuer ce qu'il a envie de faire, tu vas laisser jouer. Mais là, c'est pour ça que sur le côté FIBA, on nous demande d'être de plus en plus patient. Ils appellent ça le patient whistle. Donc en gros, il faut attendre que l'action se finisse pour décider si tu vas siffler ou pas. D'accord. L'idée, en fait, c'est de pas... tu présentes un spectacle, un show, un produit, et il faut pas que ça soit arrêté toutes les 5 minutes pour des pacotilles. Tu vois, des petits trucs... Souvent, quand on est arrivé en FIBA, il y a quelques années, ils appelaient ça les mosquito calls. Et c'est l'idée, genre t'es à un barbecue, ça se passe bien, Je vois ce que et tu de veux temps en dire. temps, t'as des petits moustiques qui viennent Ouais. comme ça te casser les pieds, Ouais. tu vois. Ça ruine un peu la soirée. Et l'idée dans l'arbitrage, c'est de pas mettre ces petits coups de sifflet qui arrêtent le jeu pour rien, pour quelque chose qui aurait pu continuer à jouer tranquillement. Et tu vois, l'idée, c'est de pas gâcher cette fête, ce plaisir, ce produit, ce spectacle que les spectateurs ils viennent voir. Mais aussi, je dirais aussi, je pense à tous ceux qui sont devant leur télé et qui Ouais. regardent le produit à la télé. Parce que aussi, c'est un produit qui est concurrentiel. À la télé, tu as plein d'autres chaînes à regarder, tu as plein d'autres produits, tu vois. Donc, c'est aussi, on rentre dans un écosystème où il faut être conscient que c'est un produit et on est là aussi pour le rendre meilleur. Alors, c'est pas dit, comment dire, c'est pas des consignes franches, etc. C'est ce que j'allais te demander. Mais Ouais. c'est une réflexion de ma part sur l'écosystème, sur le produit et la relation avec notre travail. Et tu vois, t'en parles, justement, moi, il y a un truc qui me frustre assez, c'est le retour sur la vidéo. Ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, ça prend du temps. Et moi, je le vois en LNB, ça prend du temps. Et puis, les images sont pas, je pense qu'elles sont pas géniales. Comment toi, tu arrives à manager avec ça? Mais tu vois, tu parlais de la qualité des images. Alors là, c'est un petit peu mieux qu'avant. Mais c'est aussi pour ça que la LNB nous donnait pas autant de cas possibles d'arbitrage vidéo. Ok. Parce qu'ils étaient conscients que pour pouvoir arbitrer à la vidéo, il nous faut des images. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les images, on pouvait pas les avoir de façon immédiate. Il y avait un laps de temps qui était trop long pour, tu vois, faire un produit qualitatif. À peu près, quand même. Donne-nous des repères, des indicateurs. À l'époque, on fonctionnait avec des caméras automatiques, tu vois, qui sont sur le toit, tu vois. Oui. Et du Des coup, en fait, tourelles, ouais. ça dépend un peu des gymnases, ça dépend de la capacité du Wi-Fi, etc. Et Ouais. du coup, parfois, il te fallait 1 minute, tu vois, ou 1 minute 30 pour avoir des images. Ah ouais, Donc, d'accord. pour eux, c'est trop long. Tu vois, tu peux pas stopper 1 minute 30 avant d'avoir des images et derrière avoir un produit qui s'enchaîne. Parce qu'il faut du rythme dans le match. Donc, voilà. Après, c'est sûr que c'est frustrant parce que l'arbitrage vidéo, il prend un peu de temps par moment. Mais l'idée, c'est quand même de prendre les bonnes décisions et que le meilleur gagne. Et c'est là qu'on se rend compte aussi les enjeux. Aujourd'hui, les enjeux, ils ont été modifiés. Je ne sais pas si c'est avec l'évolution du jeu, mais plus de télévision, donc plus de droits TV, comme tu dis, plus de spectacles. Et qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est pour limiter les erreurs des arbitres. C'est surtout faire en sorte qu'il y ait une justesse de décision et que celui qui doit gagner, il gagne à la fin. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est clair. il faut qu'il y ait comment dire, il faut qu'il y ait du fair play et que ça se passe dans un équilibre où les deux équipes ont la chance de gagner et que derrière, si tu veux, limiter les erreurs humaines, en fait, on se sert de la technologie pour nous donner un peu plus de pouvoir en termes de justesse de décision. Tu vois, il nous donne des armes supplémentaires pour avoir les décisions correctes. Ça marche pas tout le temps. Ouais. Tu vois, par exemple, sur les jeux, il y a une faute en transition d'un joueur américain sur Vasilij Micic, où il y a une transition et épaule contre épaule. Et en fait, mon collègue il siffle et il met faute simple. Et je me dis, ça sent la faute antisportive quand même, cette histoire. Je me dis, on va revoir la vidéo. Je dis, ok, tu gardes ta décision initiale et puis on va aller à la vidéo. Derrière, on arrive sur la vidéo, écran, il est gris. Oh là là. Et en fait, tu vois, tout le monde à la télé, ils ont pu voir les replays, etc. Ouais. Sauf nous. Ouais. Oh et là, en fait, tu te dis, tu as 2 options. Soit tu changes ta décision, mais tu suis pas le protocole et derrière, la faute, elle va retomber sur nous. Soit tu gardes le protocole qui dit qu'en gros, tu gardes ta décision initiale. Et derrière, tu sais que t'es possible d'être dans l'erreur à la fin. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'avais ce feeling sur le coup.
Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que sur le départ, on aurait dû partir sur une décision de faute antisportive, tu vois, de suivre cet instinct, tu vois, Ouais. et de partir sur la décision de faute antisportive pour se prémunir si la technologie, tu vois, nous apportait pas ce... Parce que dans ce cas-là, la faute antisportive, tu peux la retirer aussi. Oui, exactement. Si tu as les images, ouais. Ouais, si tu as les images. Si t'as Même, les images. je veux dire, un jour après, tu peux potentiellement la retirer. Non, Redis-moi si- un jour après, non. Par non, contre, c'est immédiatement. Immédiatement. C'est immédiatement. Ah, oui, mais si tu n'as pas les images immédiatement, tu peux pas la retirer. Tu peux pas la retirer. Même s'il y Une a fois que tu- réclamation. Non, tu prends ta D'accord. décision. Ok, d'accord. En fait, c'est juste que dans le protocole, tu dois prendre une décision. Derrière, tu vas voir les images. Si tu as les images, tu juges si tu la gardes ou si tu descends la sanction ou si tu l'augmentes, peu importe, suivant ce que tu as décidé en premier. Par contre, si tu n'as pas les images, il y a un protocole qui est clair. Tu gardes ta décision initiale. Ok, d'accord. Mon seul regret dans cette situation, c'est de ne pas avoir aidé mon collègue à prendre la bonne décision initiale. Ah, tu prends beaucoup sur tes épaules. Tu peux dire aussi que la technologie, elle devrait marcher à ce moment-là. Ouais, mais c'est notre rôle, tu vois. On est, Ouais, sur, c'est vrai, on c'est est vrai. sur le terrain et l'idée, c'est quand même à la base de prendre les décisions de façon humaine. T'as raison. Et tu vois, moi, tu me fais la belle transition, tu vois, notamment dans le foot. Moi, tu vois, je me souviens, il y a sur Canal+, ils ont sorti une émission, une série justement sur les arbitres dans le foot. Et il y avait le cas de Tony Chaperon, tu vois. Et moi, ça m'avait marqué parce que du coup, au moment où on voit l'action, je me souviens, c'était un match contre Nantes, je ne sais plus trop. Il fait ce fameux croche-patte là. Et derrière, c'est la risée du monde. Il prend cher, tu vois, il prend vraiment cher. Et derrière, il y a cette émission où lui s'exprime, longtemps après, bien évidemment à froid, et il explique son raisonnement et pourquoi il est arrivé à ça. Et moi, j'ai trouvé que ça humanisait énormément, même si finalement ça n'excuse pas son geste, ça humanise énormément. Ma question, c'est à ce moment-là, je me rends compte que l'arbitre est humain et que finalement, à tout moment, ça peut basculer. Tu peux avoir mal dormi, tu peux avoir n'importe quoi dans ta vie privée, ça peut avoir un impact sur ton jeu. Sur ta manière d'arbitrer, désolé. Bien sûr, non, il y a, comment dire, on est sous pression. Ouais, on est sous voilà, pression. c'est exactement ça. Tu vois, on a l'obligation de performer. En fait, quand on performe, c'est normal pour tout le monde. Quand on se trompe, on donne du grain à moudre à tout le système. La société, elle est comme ça. La société, elle permet, entre guillemets, de sortir toutes ces frustrations, etc., envers l'arbitre. Et c'est accepté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est méconnu. Peut-être parce que les gens n'ont pas cette volonté de prendre cette responsabilité non plus et ne connaissent pas notre rôle. Mais en tout cas, il y a une espèce de déshumanisation et un déferlement de haine qui est assez régulier et qui est banalisé par moments. Et ça, c'est choquant. Parce qu'en fait, derrière, ouais, si il y a des gens intelligents, tu vois, qui réfléchissent un petit peu et qui vont un petit peu plus loin, effectivement, on est des humains, on est sous pression. Il y a forcément aussi les choses de la vie de tous les jours qui rentrent en plus, comme tu parlais tout à l'heure de mal dormir, etc. C'est des facteurs. Il faut savoir que l'enchaînement d'un travail à côté, de déplacements, de nuits courtes, etc., peut-être il y a certains qui ont des enfants en bas âge, des choses comme ça, comme tout humain en fait, tu vois, dans la société, mais c'est des petits facteurs qui se rajoutent et qui fait qu'au bout d'un moment, tu peux arriver éventuellement à ce genre de geste, même si pour moi ce geste il est inexcusable. Moi, je valide avec toi, il est inexcusable, mais au moins le fait qu'il passe derrière la caméra, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit beaucoup au foot, ils sont dingues là-dessus. L'arbitrage vidéo, la VAR, enfin il y a tout pour se substituer à la décision de l'arbitrage. Mais au moment en fait où il prend la parole, je me souviens parce que moi je regarde beaucoup de matchs du PSG, quasiment tous, et très souvent, tu vois, il y a le public. Qui va donner son avis, il va avoir les commentateurs, et après, de plus en plus, on fait venir les arbitres pour expliquer. Et je trouve que le fait d'expliquer, ça humanise, certes, mais ça permet de comprendre son cheminement. Ils l'ont fait là avec François Le Texier, qui a mis un carton rouge sur le Classico, Exactement. tu vois, entre le PSG et l'OM. Exact. Ça permet aux gens de comprendre. Nous, on regardait le match à la télé, et j'étais avec un collègue slovène, tu vois. Il me dit, carton, pas carton, je sais pas, etc. Ouais. Et je lui dis, mais en fait, il doit certainement y avoir une règle, et c'est un cadre. Et lui, ça lui permet d'expliquer cette règle, et ça permet au grand public de comprendre le cheminement de la décision. Après, tu dis grand public, RMC, enfin, je ne veux pas tous les citer, mais là, ils y vont pour faire Ouais, du mais buzz, en de fait, l'audience, etc. Le délire, c'est qu'un arbitre, son objectif, c'est de prendre la bonne décision et de faire respecter les règles. Un journaliste, c'est de faire du buzz.
Et, de vendre, et tu vois. sachant, et en plus, là, je reviens sur ce que tu dis, c'est que de prendre les bonnes décisions, sachant que quand il prend une mauvaise décision, il a ce fameux ranking, donc il est pénalisé. Donc, c'est vrai que, Bien après ce sûr. que tu m'as dit, ça donne du sens que lui, son objectif, c'est de prendre toujours la bonne décision. Bah, lui, il veut se protéger et il veut Exact. performer Exact. dans son cadre, tu vois, pour être après classé le plus haut possible, pour garder sa licence d'arbitre international, etc., etc. Donc forcément, lui, il a tout à gagner à prendre la bonne décision. L'idée, c'est pas de pénaliser l'une ou l'autre équipe, peu importe. L'idée, c'est de répondre avec la bonne décision. Tout à l'heure, tu vois, on discutait en amont de cette décision et tu me dis ah, mais imagine, tu vois, avec une décision, tu fais gagner une équipe ou l'autre. Non, en fait, moi, je fais pas gagner l'une ou l'autre équipe. Moi, je réagis à ce qui se passe sur le terrain et je prends la décision en accord avec ce qui se passe sur le terrain et la législation, entre guillemets, le cadre, tu vois, la règle. Maintenant, si le joueur il décide de faire faute, il fait faute. S'il fait faute dans l'action de tir, bah, tu vois, moi j'ai des éléments de cadrage par le règlement. Et après, c'est le joueur qui doit assumer son action, Ouais. sa faute. Ouais. Et derrière, parce que souvent, les gens, tu vois, repoussent la faute sur l'arbitre. Ouais. Ouais, c'est lui qui a décidé. Ouais. Tu vois le match Olympiakos, je crois que c'était l'Olympiakos où Mehdi Difala, il prend faute sur tir. J'ai pas vu, je vais pas faire. Non, mais ouais. derrière, tout le monde lui tombe dessus. Sauf qu'il y a clairement faute. En fait, au moment où il lève la balle, il y a un joueur qui est avec le bras au-dessus. Donc sur la montée de balle, il y a contact. Lui, il siffle faute. Et il y a une déferlante qui lui tombe dessus, entre guillemets, médiatique. Ils lui ont même bloqué son compte Instagram. Et alors que lui, il a respecté la règle. Et il a pris une décision courageuse. Tu vois. Oh, c'est dingue. Mais c'est aussi pour te montrer que les gens regardent les actions avec un objectif qui n'est pas le même que les arbitres. Ouais. Les supporters, les dirigeants, ils ont envie que la décision finale aille pour leur équipe. Ils veulent le bien de leur équipe. Ce qui est normal. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut avoir une justesse de décision, tu vois, et respecter l'équité du sport et les règles, tu vois. Nous, on n'est pas pour l'une ou l'autre équipe. Et peu importe les noms. Enfin, moi, perso, je m'en fiche, mais totalement. Ça peut être un gros nom, une entité reconnue contre une petite. Pour moi, quand tu arbitres, les deux doivent être sur le même pied d'égalité. Et c'est pareil pour les joueurs. On doit donner du respect, aussi bien, tu parlais tout à l'heure de LeBron James, tu parlais de gens qui étaient connus, aussi bien à LeBron James ou des superstars que des gens qui sont méconnus, entre guillemets. Tu vois, des fois, on va dire, ouais, tu lui siffles faute parce que c'est un espoir. Non, je m'en fiche, moi, que ça soit un espoir. Je siffle faute parce qu'il y a faute. Bien, ben merci. Tu vois, J'adore. mais c'est mon état d'esprit. Ouais. Parce que on se doit de respecter, je pense, les gens, les humains sur le terrain. Et peu importe leur statut, peu importe ce qu'ils ont fait auparavant. Bon, on va pas se mentir, faut avoir du charisme. Et ça, tu l'as. Tu peux pas me dire le contraire. Et on te l'a déjà dit. Moi, avant même que je te rencontre après ces longues années, je te voyais arbitrer. Putain, t'en jettes sur le terrain. Tu vois, non, mais franchement, tu te vois, même à Nancy, tu vois, moi, je suis au bord du terrain, je fais même pas de voir. Et c'est toi qui viens me voir, tout sourire. Je dis, oh putain, tu vois. Et tu as quand même un certain charisme. Je suis sûr qu'on te l'a déjà dit. Et je pense que c'est ce qu'il faut avoir quand on est arbitre principal. Bah, tu es obligé d'avoir ce petit truc, entre guillemets, parce que tu supportes des pressions. Il faut aussi communiquer avec des gens, prendre des décisions importantes. Donc, tu es obligé d'avoir je dirais, ce courage mental, tu vois, d'affronter les choses et de tenir face aux pressions. Et puis, tu as la voix grave, comme Booba un peu, tu vois. Il a un meilleur style que moi, je pense, sur la musique. Ok. Non, mais c'est vachement cool. Et je voudrais aborder un petit peu la dernière partie. C'est par rapport à l'avenir de l'arbitrage. Est-ce que ce sera substitué? On parle beaucoup de technologie. Moi, j'adore la techno, tout ce qui est intelligence artificielle. On parle de robotisation. Quand on voit Tesla aujourd'hui sortir des méga trucs, tu vois, moi je fais beaucoup de tennis où de plus en plus on a le Hawkeyes, tu vois, qui remplace justement de plus en plus l'œil humain. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, est-ce que ça, bon, ça ne fait pas flipper. On va pas dire que toi, voilà, aujourd'hui tu as la quarantaine, donc tu te dis bon, ben je veux pas encore faire 20 ans d'arbitrage, mais est-ce que tu pousses les jeunes à se lancer dans l'arbitrage, sachant que ça risque d'évoluer? Mais peut-être que le rôle il changera. Peut-être qu'on jugera toujours, mais de façon différente. Peut-être qu'on sera derrière des ordinateurs pour prendre les décisions. Peut-être qu'on sera derrière des caméras. Le truc, c'est que derrière, tout système électronique,
il peut avoir une défaillance. Donc il faut un système de secours, entre guillemets. Donc ouais, c'est quelque chose qui peut évoluer, je pense. Tu vois, il se peut qu'un jour, on ait un plancher interactif. Ça commence déjà, tu vois. Il y a des planchers en LED là, qui se créent. Ouais. C'est possible que derrière, plus tard dans le futur, il y ait entre guillemets, des capteurs et qui soient capables de dire quand est-ce que la balle elle a rebondi sur la ligne ou quand est-ce qu'elle est sortie et que ça donne une information éventuellement à l'arbitre. Je pense qu'avant qu'il y ait un remplacement total de la personne, on a encore de la marge. Mais je pense qu'il y a certainement des petites technologies qui vont se mettre en place et qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Tu vois, en France, par exemple, nous, on a un micro entre les arbitres pour parler entre nous. Tu vois. Alors, il y en a certains qui aiment bien, il y en a certains qui n'aiment pas. Tu vois, ça dépend. Mais ça nous permet de discuter sur le terrain. Et ça nous permet quand je dis discuter, c'est plutôt de transmettre des informations parce qu'on n'est pas en train de se raconter notre vie pendant le match. Pas le temps aussi. Hein. Non, pas du tout. Et puis tu dois être concentré, tu dois être dans la tâche. Mais si par exemple tu es en désaccord avec le collègue ou que tu veux, entre guillemets, lui donner ton opinion, ou que lui, il a besoin d'une opinion, bah ça se fait et c'est notre sauce, c'est entre nous, tu vois. C'est interne. L'image, elle n'est pas mise en péril parce qu'il ne montre pas aux autres acteurs qu'il a douté ou qu'il a éventuellement un doute, une interrogation sur la décision. Tu vois. Et ça nous permet aussi de gérer la situation de façon un peu plus rapide. Alors, ce n'est pas essentiel pour la survie de notre activité, mais c'est un petit plus qui, de temps en temps, tu vois, nous permet de gérer une situation, on va dire, un peu plus rapidement. Et pour le plus tard, tu vois, il y a les arbitres de foot, ils ont déjà les trucs, la montre pour les buts, quand la balle elle passe la ligne. Je sais plus s'ils l'ont gardé ou pas, s'ils l'ont toujours. Mais voilà, c'est des technologies qui peuvent venir. Et vous avez un cardiomètre, non Ouais, on a un capteur Polar. Capteur Polar. En fait, quand tu deviens arbitre international, on t'offre un petit package montre Polar connecté, tout ça. Tu te dis, ouais, c'est génial, c'est sympa de devenir arbitre international. Et tu comprends vite que c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'en fait, tu es traqué. Si tu veux, sur la FIBA, je crois qu'ils sont 3 préparateurs physiques et ils suivent en fait toute l'activité physique des arbitres au long de l'année. Donc, on a un programme qui nous envoie de façon mensuelle et tu dois t'entraîner. Tu suis pas, c'est ton problème, mais derrière, il faut être capable d'accepter les répercussions. Si tu fais pas et que tu n'es pas en bonne condition, tu peux te faire sanctionner derrière. Mais enfin, l'idée, en tout cas, c'est de garder une image athlétique, tu vois, de l'arbitre et qu'il soit aussi en forme. Et les gars, vous êtes affûtés. Et à l'international, les gars, vous êtes affûtés. Ouais, il y en a quelques-uns. Non, mais quand même, on va pas se mentir. Mais t'es obligé, les athlètes, ils sont aussi de plus en plus affûtés et ça va de plus en plus vite. Et t'es obligé, déjà, d'avoir une image athlétique, tu vois, mais de 2, surtout, c'est d'avoir la tête froide, la tête fraîche, entre guillemets, à la fin du match quand il faut prendre les décisions importantes. Si t'es asphyxié, t'es mort, tu fais quoi derrière? Tu vois ce que je veux dire? Si t'es dans le rouge, t'es en train de transpirer comme un fou. J'avoue. Tu gères comment derrière, tu vois? Non, mais tu vois, tu pètes les plombs. Pètes les plombs. Ouais, j'avoue. Si derrière tu rajoutes un peu de pression mentale, etc., et tout ça, enfin voilà, t'es obligé d'être physiquement affûté. Mais t'as raison, parce que tu vois, moi j'arbitre à département mes filles, tu vois, et je me rends compte qu'il y en a, ils sont pas affûtés, quoi. Ah, c'est un premier pas vers le haut niveau, ça, Pat. Ouais, mais non, pas possible. Je pourrais pas supporter la pression du haut niveau. Mais vraiment, je me rends compte qu'ils sont pas affûtés. Tu fais des allers-retours et je me suis toujours demandé, justement, à bas niveau, est-ce que finalement on n'a pas je vais pas dire les pires arbitres, mais les moins bons arbitres finalement. Tu vois, quand on est en National 2, voire en National 1 parfois, parce qu'il commence à avoir des enjeux en 3e division française. C'est dingue. Et là, je me pose des questions aussi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question de la structuration de l'arbitrage, la professionnalisation, la rémunération aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des pistes pour inciter les jeunes à se lancer dans l'arbitrage, mais surtout à se professionnaliser, de dire, bon, moi, j'en ferai mon métier, quoi. Ou tu dis non, faut pas. Non, il y a une vraie structure qui est mise en place. Mais moi, j'aime bien la phrase qui dit « on a les arbitres qu'on mérite ». Ouais, tu vois vrai. Parce qu'en fait, moi, techniquement, quand je joue, je suis pas capable de faire ce que fait LeBron James. Ouais, c'est vrai. Donc, je peux pas avoir la même qualité d'arbitrage, entre guillemets. Tu vois. Après, à bas niveau, c'est un mélange. Tu as des gens qui ont moins de compétences, qui ont moins de temps peut-être pour s'investir dans le fait de travailler, etc. Et il y a aussi des jeunes qui arrivent. Et tu sais comme tout le monde qu'un jeune,
de par ton expérience de joueur, quand tu es jeune, t'as pas la même expérience, t'as pas la même qualité qu'un ancien qui a C'est peut-être vrai. 10 ans de carrière, Ouais, etc. c'est vrai. Donc il faut du temps en fait, tu vois. Et même au plus bas niveau, des fois tu as des jeunes qui sont pas forcément prêts, mais qui ont un potentiel énorme et qui peuvent dans 10-15 ans devenir de très bons arbitres. Tu Et vois. comment tu gères et au foot, franchement, déjà, je pense qu'un arbitre de basket ne peut pas être un arbitre de foot par rapport à la simulation. Tu vois, c'est un truc. Moi, je n'ai jamais réussi à simuler. Tu sais, le tir à 3 points, je bascule. Et de plus en plus, on voit ce genre d'attitude. Je me souviens, je regardais un match, c'était Nancy-Monaco, et Léo Kobo qui tire, et il arrive à tirer et à simuler, et on siffle la faute pour le défenseur. Oh, mais je me dis, mais moi, si je suis arbitre là, je sais pas quoi faire. Mais il y a des joueurs qui sont très durs à arbitrer. Hein. Il y a des gens qui sont filous, mais qui le travaillent aussi. Ah, bah Tu vois, ouais, ça se c'est voit, très ça se travaillé. voit. Oh. C'est très travaillé. Mais c'est un des points actuels euh, qui est mis comment dire, en focus par la FIBA sur l'arbitrage pour essayer d'éradiquer ce genre de simulations qui sont pas bonnes pour le sport. Parce que derrière, tu obtiens quelque chose qui est pas fair play. On est d'accord, ouais, c'est ça, parce que tu vois, quand je vois le foot aujourd'hui, oh, tu vois, mais tout est simulé. Tout. Après, le foot, ils ont ça depuis de nombreuses années. Je pense que le foot ont eu ça bien avant que nous, on l'ait dans le basket. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, Ou en c'est tout vrai. cas, peut-être qu'il y avait moins de focalisation dessus. Tu vois, on se concentrait moins dessus. Mais dans le basket, c'est arrivé ces dernières années. Et du coup, souvent, en fait, l'arbitrage s'adapte à ce que font les joueurs et ce que propose le jeu. Tu vois, il y a à un moment donné, les Grecs, ils faisaient faute avant, par exemple, dans les dernières secondes, ils faisaient soit une violation sur la remise en jeu, Ouais. soit ils faisaient faute avant que la balle elle rentre sur le terrain pour Ouais. gagner du temps. Tout ça derrière, les choses comme ça, en fait, ça a des répercussions sur la règle et le règlement Ok. et l'arbitrage. Ok. Bon, c'est cool, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, je voulais te poser la question, c'est simple, c'est quels sont tes projets? Est-ce que c'est la NBA? J'ai vu que tu parlais beaucoup de Summer League, que tu as été déjà arbitre en Summer League. Est-ce que tu as des projets encore plus grands que ceux que tu as aujourd'hui? Mais tu sais, déjà, il faut rester au haut niveau. L'atteindre, c'est une chose, déjà, mais y rester, c'est encore plus difficile. Donc déjà, mon objectif, c'est de rester au plus haut niveau et le plus longtemps possible. Et si possible, d'y finir ma carrière. Là, j'ai 42 ans, donc il me reste, on va dire, entre 10 et 13 ans, tu vois, je pense, d'arbitrage devant moi. Si je peux les passer au plus haut niveau et enchaîner sur les Jeux Olympiques à Los Angeles, les Jeux Olympiques à Brisbane en 2032, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. L'idée aussi, c'est d'aller peut-être chercher Yvan Menini sur son nombre de finales européennes arbitrées. Je crois qu'il en a 11 de mémoire. Moi, je suis à 6. Donc, j'aimerais bien, tu vois, en faire quelques-unes supplémentaires. Let's go. On verra. C'est un objectif ambitieux. Mais voilà, l'idée, c'est de performer. C'est vraiment d'essayer de donner de la qualité sur chaque match que je vais arbitrer pour rester au plus haut niveau le plus longtemps. En tout cas, on le voit, tu as l'âme d'un sportif. Voilà. Depuis qu'on se connaît, tu n'as pas changé, tu es compétiteur. Et je pense que c'est ça qui retranscrit vraiment de ce podcast-là. Je te remercie beaucoup, Yohan. T'assurer, je ne deviendrai pas arbitre. Hein. Je n'aurai pas la patience, moi, pour être arbitre. Ouais, on va faire tu sais, les gens, souvent, ils ont des a priori sur l'activité. Et une fois qu'ils testent, après, il y a deux profils. Il y a des gens qui aiment bien parce que c'est challengeant. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est une école de vie. C'est passionnant comme activité. Et quand on aime le basket, je pense qu'il faut se lancer parce que c'est un côté qui est méconnu, mais dans lequel on peut vraiment s'épanouir et qui peut aussi avoir des répercussions sur notre vie en tant qu'individu et professionnel. Bon, tu m'as convaincu. Devenez arbitre. Merci, Yohan. Je te dis à bientôt, à la prochaine. Avec plaisir. Ça y est, c'est terminé. On était avec Yohan Rosso. C'était un podcast génial. Cliquez, abonnez-vous. Et c'est maintenant sur le podcast de Comme un Sport Rebound.